3i Atlas a brisé toutes les lois connues des comètes dès l'instant où sa queue s'est orientée vers le Soleil. Contrairement à toutes les comètes jamais observées, repoussées vers l'extérieur par le vent solaire, celle-ci projetait ses gaz dans la direction opposée, avec une précision chirurgicale presque consciente. Ce qui n'était qu'un banal rocher glacé s'est soudain embrasé de rouge et d'or, avant de pulser d'une lumière vert néon, comme s'il respirait. Pire encore, les instruments ont détecté de légères mais incontestables corrections de trajectoire. Pour les astronomes, ce n'était pas étrange, c'était impossible. Et dans le silence de l'espace, l'impossible prend une toute autre dimension. Il fait peur. Le changement soudain de couleur. La première queue avait déjà surpris les astronomes, mais ce qui suivit força même les scientifiques les plus prudents à admettre qu'il se passait quelque chose qui dépassait la physique normale des comètes. Le 7 septembre, le télescope spatial James Webb braqua ses instruments infrarouges sur 3i Atlas, dans l'espoir d'obtenir une image plus nette et plus profonde de cet étrange visiteur. Ce que Webb renvoya fut stupéfiant. La lueur rouge et jaune qui s'était répandue autour de l'objet les jours précédents avait disparu. À sa place s'étirait une traînée vert néon, brûlant d'une intensité stable, puis vibrant rythmiquement, comme si elle était vivante. Ce n'était pas la fine brume verdâtre que les astronomes s'attendent parfois à voir quand une comète s'approche du Soleil. Ce n'était pas non plus une teinte douce dissimulée dans les gaz d'une chevelure ordinaire. Non, toute la queue semblait s'être changée en une lance d'émeraude lumineuse, une lumière si nette et concentrée qu'elle paraissait presque artificielle. Et ce qui troubla vraiment les scientifiques, ce n'était pas seulement la couleur, mais son comportement. Chaque pulsation de lumière verte coïncidait avec un infime, mais mesurable, changement de trajectoire de l'objet, comme si cette lueur était liée à des poussées contrôlées. Un premier groupe d'astronomes invoqua la chimie. Les comètes brillant souvent en vert, rappelèrent-ils au public, car des molécules comme le cyanogène ou le carbone diatomique s'excitent sous le rayonnement ultraviolet. Lorsque ces gaz sont privés d'électrons par l'énergie solaire, ils émettent une fluorescence dans les longueurs d'onde vertes. Et voir cette couleur n'a, en soi, rien d'inhabituel. En effet, des comètes comme Lovejoy ou 46P Wirtanen avaient offert des spectacles verdoyants spectaculaires au cours de la dernière décennie, et leur chimie était bien comprise. Dans cette optique, 3i Atlas ne faisait que libérer des gaz plus exotiques que la moyenne, produisant une version amplifiée d'un phénomène naturel. Mais l'autre camp ne pouvait ignorer la pulsation. La chimie naturelle ne s'allume pas et ne s'éteint pas avec une telle précision mécanique. Les émissions de gaz peuvent varier, les jets peuvent fluctuer, mais aucune comète jamais observée n'a changé de couleur, tout en synchronisant ces changements avec de subtiles corrections de trajectoire. Pour eux, cette lueur ressemblait moins à un effet chimique qu'à un système d'ingénierie. On aurait dit un mécanisme libérant volontairement de l'énergie, voire un propulseur, fonctionnant d'une manière rappelant un moteur à plasma ou une autre forme de propulsion avancée. 3i Atlas, simple comète extrême, libérant du cyanure et du carbone d'une façon encore inconnue, ou bien quelque chose de conçu, un engin changeant de mode, modifiant sa couleur car il changeait de fonction. Ce que révéla le spectre. Si le passage soudain à la lumière verte avait déjà troublé les astronomes, l'analyse approfondie de cette lumière fit basculer l'inquiétude en véritable alarme. Le télescope spatial James Webb n'est pas seulement une caméra, c'est un laboratoire en orbite, capable de décomposer les plus faibles faisceaux lumineux en spectre, révélant les empreintes chimiques cachées dans chaque éclat. Lorsque Webb appliqua cet outil à 3i Atlas, les résultats stupéfièrent les chercheurs, qui s'attendaient à retrouver les signatures familières de la glace et de la poussière. Ce qu'ils découvrirent, au contraire, fut presque aucune trace de vapeur d'eau, l'ingrédient essentiel qui définit une comète. Depuis des siècles, toutes les comètes observées par l'humanité obéissent au même principe simple. La glace d'eau s'évapore à mesure qu'elle s'approche du Soleil, libérant vapeur, poussière et queue lumineuse. Ce processus est si fondamental que les manuels scolaires décrivent les comètes comme des boules de neige sales,
des roches mêlées de volatiles gelés s'illuminant lorsque la chaleur les libère. Mais dans le spectre de 3I Atlas, la signature de l'eau était quasiment absente. À la place, on trouvait un mélange de gaz et de particules ne correspondant à aucun modèle connu de comète. Le dioxyde de carbone y apparaissait en grande quantité, bien plus que prévu. Le cyanure se manifestait en pic net, accompagné de traces de monoxyde de carbone. Et, plus étrange encore, des nuages de poussière de nickel diffusaient la lumière d'une manière qui ne rappelait en rien les grains de glace naturels. Pour les scientifiques qui examinaient les graphiques, cette composition semblait moins issue de la nature que du design. Certains commencèrent à murmurer la comparaison évidente. Dans les laboratoires terrestres de propulsion expérimentale, les ingénieurs utilisent des moteurs à plasma, des systèmes qui arrachent des électrons au gaz pour créer un plasma chargé, puis l'expulsent vers l'arrière à l'aide de champs magnétiques ou électriques afin de produire une poussée. Différents gaz offrent différents effets. Le dioxyde de carbone apporte une masse importante pour des poussées puissantes. Le cyanure conduit bien l'électricité, permettant au champ de mieux le maîtriser. Les particules de nickel stabilisent la réaction et absorbent la chaleur extrême. Or, la lueur verte de 3I Atlas correspondait presque parfaitement aux émissions observées lorsque ces gaz sont ionisés sous des arcs à haute tension en laboratoire. C'est à ce moment que l'inquiétude se mua en fracture. Ceux qui cherchaient une explication naturelle soutenaient que des glaces exotiques pouvaient exister dans des corps interstellaires. Peut-être 3I Atlas provenait-il d'un système lointain, libérant du carbone et du cyanure plutôt que de l'eau. Mais d'autres voyaient dans cette combinaison quelque chose de trop précis, trop cohérent et surtout trop efficace. Ce n'étaient pas seulement des gaz étranges, c'étaient les bons gaz, exactement ceux qu'un ingénieur choisirait pour concevoir un moteur à plasma performant et maîtrisable. Ce qui renforça la terreur fut la corrélation entre le spectre et la queue pulsante. Chaque éclat de lumière verte coïncidait avec un changement de trajectoire. Chaque pic d'émission de cyanure ou de carbone s'accordait avec une variation de vitesse. Cela ressemblait moins à un simple dégazage qu'à un système cadencé, comme la séquence de combustion d'un moteur de fusée guidant un vaisseau. Dans ce rythme, les scientifiques ne voyaient plus du hasard, mais une intention. Et pourtant, un dernier fait demeurait indéniable. De nombreuses comètes avaient déjà brillé en vert, leurs molécules de cyanogène et de carbone diatomique illuminées par la lumière ultraviolette. La comète Lovejoy, flamboyante dans le ciel de 2015, s'était teintée d'un vert éclatant. 46P Virtanen, quelques années plus tard, avait fait de même. La couleur elle-même pouvait être naturelle. Mais aucune comète n'avait jamais pulsé, aucune n'avait jamais modifié sa trajectoire à chaque éclat, et aucune n'avait jamais contenu un mélange chimique reflétant à ce point la panoplie d'un ingénieur. Si ces composés étaient naturels, alors nous venions de découvrir un type de comète inconnu de la science, capable de réécrire les lois de la chimie cométaire. S'ils ne l'étaient pas, alors la traînée verte de 3I Atlas n'était pas une queue, mais une tuyère, le panache d'un moteur fonctionnant dans l'obscurité. Les deux conclusions avaient du poids, et aucune n'apportait de réconfort. Des signes d'un moteur, pas d'une comète. Au moment où les pulsations furent mesurées en détail, même les astronomes les plus prudents durent admettre qu'il y avait quelque chose chez 3I Atlas, qui ne relevait plus du naturel. Les observatoires suivant la luminosité de l'objet remarquèrent que la traînée verte ne scintillait pas de manière aléatoire, comme on s'y attendrait avec des jets de gaz s'échappant d'une surface. Au contraire, elle pulsait avec une précision mécanique, un battement dans l'obscurité, se répétant à intervalles exacts de 232 secondes. À chaque pic de lumière, la trajectoire se modifiait légèrement, une infime variation de vitesse ou de direction, mesurable, traçable et vérifiable. La nature ne garde pas le temps avec une telle exactitude. Les machines, si. Les implications étaient vertigineuses. En ingénierie spatiale, la propulsion n'est jamais constante. Les moteurs fonctionnent par impulsion, économisant le carburant et ajustant la trajectoire par des décharges d'énergie soigneusement programmées. Le rythme observé chez 3I Atlas correspondait exactement à ce type de système contrôlé. Et le fait qu'il soit perceptible à l'échelle interstellaire
glaça ceux qui analysèrent les données. Si ce n'était qu'une éruption de glace, le timing serait irrégulier. Si ce n'était qu'un phénomène chimique, les changements de direction seraient désordonnés. Mais ici, chaque éclat, chaque mouvement s'alignait avec une précision d'horloge. Les spéculations se tournèrent alors vers la source d'une telle puissance. Au cœur de ces pulsations, les scientifiques déduisirent qu'il devait exister un système énergétique d'une densité extraordinaire. Les calculs estimaient une puissance proche de 10 gigawatts, une quantité presque inimaginable pour un objet de seulement quelques centaines de mètres de diamètre. Pour situer l'échelle, la plus grande centrale électrique de la Terre, le barrage des Trois Gorges en Chine, produit environ 22,5 gigawatts à son maximum. Ce complexe s'étend sur plusieurs kilomètres de fleuve, exploitant la force d'un paysage entier. Et pourtant, ici, dans un corps compact dérivant dans l'espace, se trouvait un moteur générant près de la moitié de cette puissance, encore et encore, pendant des semaines. Le contraste tenait de l'absurde. L'humanité doit ériger des structures titanesques pour atteindre un tel rendement. Ce qui alimentait 3I Atlas tenait dans un volume plus petit qu'un quartier urbain. Certains chercheurs avancèrent que le nickel détecté dans son spectre n'était pas un débris aléatoire, mais un élément de l'architecture du moteur lui-même. Le nickel est à la fois dense et résistant, capable de supporter une forte radiation et des chaleurs extrêmes. Si le cœur de 3I Atlas était entouré d'une coque de nickel, celle-ci pourrait agir à la fois comme bloc moteur et comme bouclier, contenant des réactions plus chaudes que la surface d'une étoile, tout en protégeant les systèmes avancés à l'intérieur. L'hypothèse restait spéculative, mais elle s'accordait mieux aux observations qu'aucun modèle cométaire connu. Les voix dissidentes tentèrent d'atténuer ces conclusions. Peut-être une chimie exotique pouvait-elle imiter ce rythme. Peut-être des coïncidences dans le dégazage avaient-elles donné l'illusion d'une manœuvre. Mais ces explications s'effondrèrent lorsque les données orbitales révélèrent une décélération régulière, parfaitement synchronisée avec les pulsations. 3I Atlas ne se contentait pas de dériver dans le système solaire, il ajustait activement sa vitesse. Pour les astronomes habitués à la constance des lois naturelles, le spectacle était profondément déstabilisant. Le ciel est censé être prévisible, un lieu où les comètes obéissent à la physique et où les orbites se calculent des siècles à l'avance. Désormais, ils observaient un corps qui brillait, pulsait et modifiait sa trajectoire comme s'il était sous contrôle intelligent. Le terme « comète » ne convenait plus. Ce qu'ils voyaient se mouvait comme un vaisseau, cela se mouvait comme une machine. Depuis des siècles, les comètes sont considérées comme des messagères prévisibles de gravité et de glace. Leurs orbites suivent des courbes rigoureuses, dictées par l'attraction du Soleil et les lois établies par Newton. Rien, chez elles, n'a jamais laissé penser à une quelconque intention. Elles surgissent des ténèbres, s'embrasent à l'approche du Soleil, puis sont rejetées dans l'espace, sur une trajectoire que l'on peut tracer à l'aide d'équations simples. C'est cet ordre que les astronomes attendent, et c'est précisément pour cela que le mouvement de 3I Atlas provoqua un tel choc. Dans les premières semaines suivant sa découverte, les données orbitales indiquaient que l'objet se déplaçait à plus de 88 000 km/h. En soi, rien d'extraordinaire. Des visiteurs interstellaires comme Oumuamua et Borisov avaient traversé le système solaire à des vitesses comparables, suivant des trajectoires hyperboliques ouvertes. Mais ce qui se produisit ensuite échappait totalement à ces modèles. La trajectoire est très bien alignée avec les planètes, et elle passera très près, comme vous l'avez souligné, de Mars. En l'espace de 2 semaines, la vitesse de 3I Atlas avait chuté d'environ 1000 km/h. Pour une comète ordinaire, c'est impossible. Rien dans l'espace ne ralentit un objet, sauf une collision ou un freinage intentionnel. Et pourtant, 3I Atlas décélérait doucement, sans cause visible autre que les pulsations vertes qui illuminèrent sa queue. Plus étrange encore était la forme de son orbite. Au lieu de filer simplement devant la Terre, sa trajectoire semblait se plier de manière à éviter soigneusement notre ligne de visée. Les simulations orbitales projetées vers l'avenir montraient un parcours frôlant Mars, puis contournant Jupiter
avec une précision qui ressemblait moins à un hasard qu'à un calcul. Pour des astronomes habitués à la dérive aléatoire des corps célestes, cette trajectoire paraissait délibérée, presque comme si l'objet suivait un plan. Les preuves ne provenaient pas d'un seul observatoire. Au Chili, le télescope Gemini South confirma que la queue ne se contentait pas de s'allonger, mais qu'elle se ramifiait, formant une coma brillante, une anti-queue dirigée vers l'intérieur, et des filaments lumineux s'enroulant tels des câbles torsadés. D'autres installations, situées dans divers hémisphères, rapportèrent tous les mêmes anomalies, écartant toute erreur locale ou bruit d'instrumentation. Cette cohérence renforçait l'idée que 3I Atlas ne ressemblait à aucune comète jamais observée. Pour beaucoup, l'idée d'une stratégie devenait difficile à écarter. Si 3I Atlas avait été un fragment naturel, sa trajectoire aurait imité la dérive aléatoire de Borisov, qui avait filé tout droit sans ralentir, ou le comportement erratique de Oumuamua, qui n'avait montré que de légères accélérations non gravitationnelles. Mais ici, l'objet ne se contentait pas de ralentir. Il semblait tisser sa route à travers le système solaire, comme s'il choisissait son parcours. Certains le qualifièrent du comportement orbital le plus inquiétant jamais enregistré. Les sceptiques objectèrent que les interactions gravitationnelles avec les planètes pouvaient parfois courber étrangement une trajectoire. Mais ces effets ajoutent de la vitesse, ils n'en retirent pas. Et ils ne peuvent expliquer une décélération répétée, synchronisée avec des pulsations lumineuses. Les coïncidences s'accumulaient, jusqu'à ce que même les scientifiques les plus prudents commencent à employer des termes comme « de nature missionnelle » pour décrire la trajectoire de l'objet. Ce qui effrayait n'était pas seulement ce qu'il faisait, mais ce qu'il pourrait faire ensuite. Si 3I Atlas pouvait modifier sa vitesse, alors il n'était plus soumis aux arcs passifs de la gravité. Il pouvait, en théorie, choisir une orbite, ralentir davantage et s'attarder. L'idée qu'un visiteur interstellaire ne fasse plus que passer, mais prenne place entre les orbites de la Terre et de Mars, troubla les astronomes bien plus que n'importe quelle pulsation ou éclat de lumière. Le signal de la raie de l'hydrogène. La lumière n'était pas le seul message émanant de 3I Atlas. Tandis que les télescopes étudiaient sa mystérieuse lueur verte, les antennes radioterrestres commencèrent à écouter, balayant les fréquences à la recherche d'un éventuel signal accompagnant le panache. Au début, les relevés ne révélèrent que le souffle habituel du bruit cosmique, le fond diffus de l'univers et les émissions naturelles éparses du Soleil. Mais bientôt, synchronisé avec les pulsations lumineuses, quelque chose de nouveau apparut. Une tonalité, un bourdonnement, un signal exactement à 1420 MHz. Un 1420 MHz correspond à la raie de l'hydrogène, la fréquence émise lorsque les atomes d'hydrogène neutre, les plus abondants de l'univers, changent d'état de spin électronique. C'est une fréquence universelle, nette et reconnaissable partout, de la Voie lactée jusqu'aux galaxies lointaines. Depuis des décennies, le programme SETI l'a choisi comme canal principal pour la recherche de signaux extraterrestres, la surnommant le point d'eau du cosmos. La logique était simple. Si une civilisation intelligente voulait se manifester, elle utiliserait la raie de l'hydrogène, car tous les radiotélescopes de l'univers l'écoutent déjà. Et à présent, avec 3I Atlas, quelque chose émettait précisément sur cette fréquence. Cette découverte ne pouvait pas être une coïncidence. Chaque fois que le panache vert s'intensifiait, le signal de la raie de l'hydrogène montait lui aussi, comme si les deux phénomènes faisaient partie d'un seul et même système. Luminosité, poussée et ondes radio pulsaient ensemble, suivant le même rythme de 232 secondes. Les ingénieurs familiers des émetteurs remarquèrent que le schéma paraissait structuré, non pas du bruit aléatoire, mais une signature produite par une source d'énergie cyclique, peut-être même une forme de transmission. Pour d'autres, il s'agissait plutôt du sous-produit d'un gigantesque système énergétique, le débordement naturel d'un réacteur ou d'un cœur de propulsion si puissant que ses émissions se prolongeaient jusque dans le spectre de l'hydrogène. Ce qui rendait cela terrifiant n'était pas seulement la présence du signal, mais sa nature même. Aucune comète ordinaire ne vibre à 1420 MHz. Aucun nuage de cyanure ou de dioxyde de carbone ne produit des impulsions radio structurées,
montant et descendant en parfaite synchronie avec la lumière visible. Entendre une telle fréquence émaner d'un objet déjà brillant de façon anormale, se déplaçant de manière autonome à travers le système solaire, soulevait une hypothèse impossible à ignorer. Soit 3I Atlas transportait un émetteur, soit son système de propulsion en faisait office. Dans les deux cas, cela signifiait technologie. La communauté SETI, qui avait passé des décennies à scruter le ciel sans la moindre détection confirmée, se retrouvait soudain face au signal même qu'elle avait toujours espéré trouver. Faible mais stable, répétitif sans être chaotique, l'arrêt de l'hydrogène cessait d'être un rêve abstrait. Elle était bel et bien émise, intentionnellement ou non, par un corps interstellaire au sein de notre système solaire. Les scientifiques débattirent avec ferveur de ses implications. Si le signal était volontaire, alors 3I Atlas se présentait peut-être, envoyant un ping à chaque monde dans le rayon de son échappement. S'il était accidentel, il révélait l'existence d'une machine si puissante que même son énergie résiduelle se répercutait sur la fréquence la plus universelle connue de la physique. Dans les deux cas, la conclusion glaçait les astronomes, car naturelle ou artificielle, intentionnelle ou fortuite, l'arrêt de l'hydrogène n'est pas un lieu où vivent les comètes. La menace pour les systèmes spatiaux terrestres. Jusqu'à présent, l'étrangeté de 3I Atlas restait pour les astronomes un spectacle lointain, fascinant mais détaché. Une queue lumineuse, une trajectoire pulsante, un bourdonnement radio sur l'arrêt de l'hydrogène. Autant de phénomènes se déroulant à des millions de kilomètres. Simple curiosité à observer au télescope et à débattre dans les revues scientifiques. Mais à mesure que les données sur le panache se précisaient, un danger plus immédiat apparut. L'échappement vert n'était pas qu'une lumière, c'était de la matière, et ce que cette matière pouvait faire à la fragile infrastructure spatiale terrestre avait de quoi terrifier. Lorsque Webb décomposa la queue en ses éléments spectraux, il révéla une tempête de particules, ions de cyanure, gaz de carbone et nuages de poussière de nickel. Pris séparément, ces composants n'avaient rien d'inédit pour un corps interstellaire, mais à la densité mesurée et selon les schémas observés, ils représentaient un phénomène sans précédent. Contrairement au vent solaire, constitué de protons et d'électrons diffus, le panache de 3I Atlas transportait de lourdes particules chargées en rafales concentrées. Chaque pulsation n'était pas une douce lueur se dissipant dans le vide, mais une onde de choc de débris chimiques et métalliques, accélérée par des champs assez puissants pour modifier la trajectoire de l'objet tout entier. Pour les satellites en orbite terrestre, le risque était immense. Les engins spatiaux modernes sont conçus pour résister aux tempêtes solaires, ces jaillissements de plasma et de radiation issus du Soleil, mais ils ne sont pas bâtis pour encaisser des flux directs d'échappements exotiques. Les panneaux solaires, faits pour convertir la lumière en énergie, pourraient être instantanément grillés par un plasma riche en cyanure traversant leur circuit. Les particules de nickel, lancées à des vitesses interplanétaires, se comporteraient comme des éclats d'obus, perforant les coques fines et dispersant les systèmes électroniques. Les antennes, prévues pour capter de faibles signaux depuis le sol, pourraient court-circuiter sous l'assaut de nuages chargés les balayant. La Terre a déjà subi des événements naturels bien moindres. En mars 1989, une tempête solaire injecta assez de particules chargées dans le champ magnétique terrestre pour provoquer l'effondrement du réseau électrique du Québec, plongeant des millions de personnes dans le noir. D'autres satellites furent perdus à cause de tempêtes radiatives, leurs circuits grillés par des courants invisibles. Et tout cela provenait de notre propre étoile, atténuée par la distance et l'atmosphère. Ce que 3I Atlas transportait était plus concentré, plus violent et potentiellement dirigé. Si son panache venait à croiser la trajectoire orbitale de la Terre, l'impact sur les satellites, les systèmes de navigation et les communications serait catastrophique. La NASA rédigea discrètement les tout premiers protocoles d'urgence de l'histoire pour faire face à un objet interstellaire représentant une menace directe. L'inquiétude ne portait pas sur un impact. Le corps lui-même suivait encore une trajectoire évitant la Terre, mais sur une contamination de l'espace orbital. Si ne serait-ce qu'une fraction du panache vert balayait la zone où gravitent des milliers de satellites, les conséquences pourraient s'apparenter à une panne technologique mondiale.
Les signaux GPS, la prévision météorologique, les communications internationales, voire la connectivité Internet de base pourraient s'effondrer en quelques heures. L'économie mondiale, si dépendante du positionnement et du chronométrage satellitaire, en ressentirait le choc instantanément. Ce qui troubla le plus les experts, c'est qu'il n'existait pratiquement aucune solution. Les satellites ne peuvent être rappelés ni protégés massivement. Si 3I Atlas transportait un panache capable de balayer l'orbite terrestre, alors les yeux, les oreilles et les artères numériques de l'humanité dans l'espace se retrouveraient sans défense. La lueur verte qui émerveillait autrefois les astronomes apparaissait désormais comme une menace, un danger se propageant à travers le système solaire. Pour la première fois, la question n'était plus seulement de savoir ce qu'était 3I Atlas, mais ce qu'il pouvait nous faire. La réponse de la NASA, la sonde Juno 1. Les astronomes pouvaient débattre de chimie ou d'ingénierie, discuter pour savoir si 3I Atlas était une comète ou un vaisseau. Mais une chose était certaine, son comportement était sans précédent, et son panache représentait une menace réelle pour les satellites et les systèmes dont dépend la Terre. Observer depuis le sol ne suffisait plus. Pour la première fois de l'histoire, les agences spatiales élaborèrent des plans, non pas pour une mission lointaine préparée sur plusieurs décennies, mais pour une expédition rapide conçue afin d'affronter directement la menace. Le nom choisi fut Juno 1. L'objectif de la mission tenait de la témérité. Juno 1 n'allait ni se mettre en orbite, ni observer à distance, ni rester en sécurité. Elle plongerait droit dans la queue verte de 3I Atlas. Une manœuvre si risquée que certains ingénieurs la comparèrent à un vol dans le panache d'un moteur fusée fonctionnant à pleine puissance. Mais il n'existait aucun autre moyen de comprendre ce que l'humanité affrontait. Concevoir un tel engin dans l'urgence exigeait à la fois compromis et innovation. La coque serait recouverte d'un alliage céramique-nickel capable de résister à la tempête d'ions cyanurés et de poussière métallique que ne supporterait aucun matériau spatial classique. À l'intérieur, chaque instrument serait renforcé contre les radiations, avec des systèmes redondants pour sauvegarder les données, même si la sonde elle-même était détruite. Les caméras, dissimulées derrière des boucliers renforcés, seraient programmées pour capturer des images du panache et du noyau. Juno 1 n'était pas censée revenir. Elle devait simplement durer assez longtemps pour transmettre ses relevés. Pour les ingénieurs chargés de sa construction, le défi n'avait aucun précédent. Des missions comme Rosetta de l'ESA avaient passé une décennie à rejoindre prudemment une comète, cartographiant sa surface en douceur. La mission DART de la NASA avait percuté un astéroïde pour tester la défense planétaire, mais elle visait un rocher inerte, non un flux vivant de plasma. Juno 1 serait la première sonde jamais envoyée pour traverser directement l'échappement actif d'un objet interstellaire, un lieu où chaque pulsation libérait des gigawatts d'énergie et des températures supérieures à celles d'une étoile. Le pari était évident, mais les enjeux l'étaient tout autant. Sans mesure directe, le monde resterait aveugle. 3I Atlas rejetait-il une chimie inconnue ou utilisait-il un moteur plus ancien et plus avancé que tout ce que l'humanité avait construit? Le bourdonnement sur l'arrêt de l'hydrogène était-il une transmission délibérée ou la fuite d'un gigantesque réseau énergétique? Les réponses se cachaient dans la lumière verte et Juno 1 représentait le seul espoir de les trouver avant que l'objet ne s'éloigne hors d'atteinte. Alors que la construction commençait, les astronomes reconnurent ce qu'ils n'auraient jamais osé dire quelques mois plus tôt. L'humanité se préparait à approcher pour la première fois ce qui pouvait bien être un système de propulsion extraterrestre, toujours actif, toujours brûlant, poursuivant sa trace de feu vert à travers le système solaire. Que Juno survive ou non importait peu, sa tentative marquait un tournant. Nous ne faisions plus que regarder, nous faisions le pas en avant. Et ensuite, alors que les ingénieurs s'activaient à assembler Juno, l'objet, lui, continuait d'évoluer, obligeant les astronomes à reconnaître qu'ils observaient quelque chose de vivant, de changeant, un phénomène en pleine transformation sous leurs yeux. Nuit après nuit, des astronomes amateurs munis de télescopes modestes commencèrent à signaler d'étranges éclairs dans le panache vert,
faibles mais rythmiques, semblables à un code morse tracé à travers le ciel. D'abord, ces rapports furent écartés, attribués à des artefacts de caméra ou aux limites des petits instruments. Mais bientôt, de plus grands observatoires confirmèrent les observations. Les éclairs étaient bien réels, s'entrecroisant dans le panache en brins tressés qui se tordaient et se détordaient, comme si des champs magnétiques les façonnaient. Ce qui troubla le plus les chercheurs, ce fut la stabilité de la lueur centrale. Peu importe la durée des expositions, le point lumineux au cœur de l'objet restait net, refusant de se diffuser dans le halo flou attendu d'une comète ordinaire. Au contraire, il brûlait avec constance, comme si le voile du panache s'amincissait juste assez pour laisser entrevoir le moteur dissimulé dessous. Cette idée glaça ceux qui, jusqu'ici, avaient défendu les explications naturelles. Les comètes se floutent, celles-ci, non. Elles ressemblaient de plus en plus à un système conçu pour se révéler et se dissimuler par phase. Si l'étape rouge et jaune avait été une mise en route et la phase verte un mode à énergie supérieure, alors la prochaine transition pourrait propulser 3I Atlas vers quelque chose de plus puissant encore. Certaines théories suggéraient que la lueur pourrait bientôt virer au bleu-blanc. La couleur du plasma ultra chaud, celle que produisent les moteurs lorsqu'ils atteignent leur poussée maximale. Si cela se produisait, l'objet ne se contenterait pas de briller davantage. Il manœuvrerait délibérément. Certains modèles prédisaient qu'il pourrait ralentir encore, adoptant une orbite stable au lieu de s'échapper. Les projections les plus inquiétantes plaçaient cette orbite entre la Terre et Mars, une position d'où il ne disparaîtrait pas, mais resterait. L'éventualité d'un ralentissement intentionnel ébranla profondément la communauté scientifique. Les objets interstellaires sont censés être de passage. Oumuamua était reparti en quelques mois, Borisov en quelques semaines, tous deux disparus avant qu'on ait pu lancer une sonde. Mais 3I Atlas semblait différent. S'il restait, ce serait la première machine venue d'une autre étoile à s'installer dans notre voisinage. Une présence non plus passagère, mais durable. Peut-être observatrice, peut-être patiente. Chaque nouvelle observation ajoutait à la tension. Le bourdonnement de la raie de l'hydrogène persistait, montant et descendant au rythme des pulsations lumineuses. La trajectoire se courbait d'une manière qui évoquait moins la dérive que le choix, et le panache lui-même semblait s'épaissir à mesure que l'objet se rapprochait du Soleil. Non en se dissipant, mais en se concentrant, comme s'il puisait dans le champ de l'étoile pour amplifier sa poussée. Les données s'accumulaient, dessinant un récit que personne n'osait formuler à voix haute, mais que tous comprenaient. 3I Atlas n'avait pas fini de changer. La lueur verte n'était que le milieu d'une séquence. La question existentielle. Si 3I Atlas est une comète, alors c'est une comète comme aucune autre. Elle viole les lois de la physique confirmées par des siècles d'observation. Et sa composition chimique, révélée sans équivoque par le spectre de Webb, ne correspond pas à de la glace sale, mais à un carburant élaboré. Qualifier un tel objet de naturel, c'est admettre que la nature elle-même recèle encore des forces que nous ne comprenons pas, des processus capables d'imiter des moteurs et des signaux, et reconnaître que les lois que nous enseignons à chaque nouvelle génération restent incomplètes. Mais si, au contraire, 3I Atlas n'est pas un phénomène naturel, alors les implications sont bien plus lourdes. Cela signifierait que l'humanité n'est plus seule, pas dans la théorie, mais dans les faits. Nous ne parlerions plus de la simple possibilité d'une vie extraterrestre, mais de l'observation directe d'une technologie étrangère, évoluant en temps réel à l'intérieur de notre système solaire. Cette présence ne serait pas un message venu d'années-lumière, ni une relique tirée de la roche ancienne, mais une machine bien vivante, en fonctionnement, construite par des mains ou des esprits, qui ne sont pas les nôtres, et si proches que son échappement pourrait toucher notre monde. Faire face à cela, c'est admettre que nous sommes peut-être déjà en contact. La lueur verte est plus qu'une lumière. C'est le symbole de la frontière fragile entre ce que nous pensons savoir et ce que nous redoutons d'apprendre. Pour la première fois, l'humanité contemple une machine interstellaire qui change de couleur et se dirige avec précision à travers le système solaire interne. La question existentielle n'est pas de savoir si elle est naturelle ou artificielle, comète ou vaisseau. La véritable question est de savoir si nous sommes prêts à affronter les réponses que nous cherchons depuis toujours. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu.
Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.